Le conseil en stratégie est assez idéal. Je pense que c'est une école qui est quand même particulière, qui permet ensuite d'ouvrir énormément de portes. Alors d'autant plus si tu es un petit peu indécis sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, si tu veux devenir entrepreneur, membre du COMEX d'une entreprise, que sais-je. C'est une très très bonne école. Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazard et le cofondateur de Training You, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour Marie Le Denarp. Bonjour. Est-ce que je peux te demander ton âge ? Alors j'ai 35 ans. Tu as 35 ans et tu viens d'être nommé partner au sein du prestigieux cabinet de conseil Roland Berger. Félicitations pour cette nomination et nous sommes très heureux de t'accueillir dans le Career Insights, qui est le podcast lancé par Training You pour mettre en avant des parcours inspirants comme le tien. Première question, toujours très générale, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours ? Très bien, alors déjà je suis très contente d'être là aussi aujourd'hui pour parler un petit peu de moi, beaucoup de Roland Berger et aussi sans doute de la place des femmes dans le conseil. Alors mon parcours, moi, il est très simple puisque ça fait un peu plus de 11 ans que je suis chez Roland Berger. Je suis arrivée à la sortie de mes études. J'ai fait trois stages en finance plutôt. Et ensuite, à la sortie de ça, j'ai voulu un peu plus me frotter au monde business, un peu plus m'ouvrir à l'extérieur. Et donc, j'ai rejoint Roland Berger à la sortie de mon école. Et ensuite, j'ai parcouru les différentes étapes jusqu'au grade d'associé, effectivement, en janvier, avec quelques moments forts, je dirais, dans ce parcours, notamment ma nomination au sein de l'équipe de gestion, notre bureau parisien. C'était début 2022. Et puis, en parallèle de ça, je suis assez fière d'avoir aussi construit ma famille. Donc, j'ai 2 filles. En parallèle de mon travail. Et puis, j'ai aussi construit au cours de ces 11 années mon expertise qui est focalisée sur les acteurs de la technologie, donc éditeurs de solutions, fournisseurs de services digitaux que j'accompagne au quotidien. Alors, on va reparler après des grandes étapes de ton aventure au sein du cabinet, mais je reviens à la genèse du parcours, tes études que tu réalises à l'ESCP, une école de commerce. Et pendant ces études, tu fais plusieurs stages, mais en finance. J'en cite quelques-uns. Credit Risk chez Total, Corporate et Investment Banking chez Santander, Project Finance chez Natixis ou encore du Private Equity chez Rothschild & Co, Five Arrows. Et pourtant, malgré tous ces stages en finance, tu choisis de débuter ta carrière en conseil en stratégie chez Roland Berger. Ce choix était-il la résultante d'une vraie volonté, plutôt ne pas faire de finance, aller vers le conseil, ou une opportunité que tu avais à ce moment-là de te diriger vers le conseil? Ça a été plutôt un choix, dans le sens où j'ai fait des stages en finance parce que j'étais attirée assez naturellement par l'aspect analytique de ce type de travail. Et j'ai beaucoup apprécié mes stages, mais je trouvais qu'à des niveaux juniors, on était assez peu exposés à la réalité de nos clients, à des réalités business, et qu'on passait beaucoup de temps derrière notre ordinateur. Et j'observais que ça durait pour quelques années. Là où on m'a dit qu'effectivement, au conseil, on était un peu plus exposés et plus développés sur d'autres aspects. Et je trouve notamment quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de me développer sur des dimensions complémentaires de mes forces existantes, et notamment sur les aspects soft, sur les aspects de management, de capacité à convaincre, de capacité à engager avec le client, qui sont des choses qu'on développe dès assez jeune, en fait, dans le conseil en stratégie, et en particulier chez Roland Berger. On expose assez rapidement nos consultants à cette réalité-là. Alors justement, Marie, si un étudiant vient te voir aujourd'hui, il te voit dans la rue, il t'interpelle et te dit « Marie, j'hésite entre faire de la finance, par exemple du M&A ou du private equity, ou du conseil en stratégie. » Qu'est-ce que tu lui dirais pour le motiver à faire le conseil en stratégie ? Je lui dirais justement ça. Si tu veux vraiment te développer sur tous ces aspects-là et avoir un travail qui soit épanouissant sur beaucoup de dimensions différentes, le conseil en stratégie est assez idéal. Je pense que c'est une école qui est quand même particulière, qui permet ensuite d'ouvrir énormément de portes. Alors d'autant plus si tu es un petit peu indécis sur qu'est-ce que tu veux faire plus tard, si tu veux devenir entrepreneur, membre du COMEX d'une entreprise, que sais-je. C'est une très très bonne école pour développer sur des aspects. Alors nous, on a l'habitude de dire hard et soft. Et c'est vraiment ce qu'on cherche et ce qu'on développe chez les consultants. C'est cet ensemble de savoir-faire et de savoir-être.
Quelles sont les principales missions d'un jeune consultant quand il arrive dans le cabinet? Alors un junior consultant, typiquement donc entre ses compétences soft et hard, ce qu'on va demander d'abord aux consultants qui arrivent en tout début de carrière, c'est de valider ses compétences, hard, donc d'être capable d'avoir, une bonne capacité analytique, une bonne capacité de structure, un zéro défaut dans tout ce qu'il livre, mais aussi déjà des compétences soft qu'on teste en interne, c'est-à-dire dans le travail en équipe, une capacité à s'adapter au contexte, une capacité à communiquer de façon synthétique et efficace avec le reste de l'équipe et une capacité aussi déjà à participer à, comme on dit parfois, craquer le cas, donc vraiment essayer de comprendre le problème du client et le résoudre. Mmh. Donc c'est déjà un petit peu cet ensemble-là qu'on cherche chez les jeunes consultants qu'on recrute, avec effectivement un focus un peu plus important au début sur les compétences, les hard skills, comme on dit. Et du coup, pour ce soft, tu projettes déjà le jeune consultant dans une évolution au sein du cabinet. Comment les missions évoluent-elles à travers le temps, notamment qu'on devient un peu plus senior dans le cabinet? Alors c'est un des aspects qui est passionnant dans ce métier, c'est que très progressivement, on fait croître effectivement les gens sur ces aspects soft. Donc ça commence assez basiquement par le management d'un consultant, d'un junior quand on commence à croître. Passer cette première étape que je citais juste avant, qui est vraiment déjà le savoir-être en équipe, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est au grade de fin de C, on va déjà fin de consultant, comme on dit, on va déjà commencer à tester ça. Ensuite, quand on devient senior consultant, on va être amené à gérer en autonomie un module, donc une analyse, la section, par exemple, l'analyse de marché, dans le cadre d'une due diligence, donc gérer le ou les consultants qui sont sur ces modules-là. Ensuite, quand on devient project manager, on va avoir la charge de plus de projets entiers, à la fois dans la relation aux clients, dans la relation aux associés et dans la relation à l'équipe. C'est un poste qui est assez clé. Et ensuite, on se développe plus sur les aspects commerciaux. Donc, au grade de principal puis partner, ce qu'on te demande, c'est vraiment d'avoir un drive commercial et donc d'être à la fois générateur d'idées sur comment accompagner les clients sur des nouvelles missions, de participer à animer ton réseau pour pouvoir aussi générer ces opportunités-là. Et donc, c'est vraiment très progressivement qu'on amène les consultants sur ces différentes compétences. Peut-être quelque chose qu'on a en place, nous, par exemple, à Paris, chez Berger, c'est d'analyser les consultants sur 2 dimensions, ce qu'on appelle performance et leadership. Et en fait, ça commence par être exemplaire et un certain savoir-être quand on est très junior, pour ensuite devenir un bon manager et un bon consultant à un niveau plus senior, parce qu'on a dans notre métier l'importance aussi d'être des personnes qui sont inspirantes, des personnes avec lesquelles on a envie de travailler et qui sont capables de porter des convictions et de les pousser auprès des clients. Alors, tu parlais justement de Roland Berger. Tu es une bébé Roland Berger puisque tu as débuté ta carrière dans ce cabinet à la sortie de l'école. Ouais. Tu es donc très bien placé pour nous présenter le cabinet et ses différences par rapport aux principaux concurrents sur la place parisienne aujourd'hui. Alors, tout à fait, effectivement, je suis très attachée à Roland Berger. C'est une société qui est très attachante, en fait, qui est vraiment très centrée sur les personnalités et l'individualité de chacun aussi. C'est quelque chose qui fait notre spécificité. Donc, Roland Berger, c'est une société qui a été fondée en 1967 en Allemagne par Monsieur Roland Berger et qui est aujourd'hui présente dans 35 pays, avec plus de 50 bureaux, plus de 3000 personnes, à peu près 300 personnes à Paris, et qui est une société qui est un acteur du conseil en stratégie généraliste. Donc, on couvre tous les secteurs au travers de practices sectorielles. Donc on a industrie, health and consumer, services avec tout ce qui est TMT, services financiers. Et puis, on a les practices fonctionnelles qui nous permettent de couvrir tout ce qui est donc stratégie, problématique plus d'opération, investor support, donc notamment toute la partie de diligence, etc. Et peut-être une spécificité de Roland Berger, c'est justement qu'on est le principal cabinet de conseil en stratégie d'origine européenne. Et ça, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que notre centre de gravité est européen et que ça nous donne aussi une certaine latitude, à la fois à Paris et en Allemagne, pour faire des choix stratégiques et porter des convictions de façon très forte. Typiquement, le développement durable, c'est quelque chose qui est porté par nos managing directors au sein du bureau. Et à Paris, on a la latitude aussi de pouvoir pousser les sujets qui nous intéressent. Alors, tu as déjà répondu un peu à la question, mais Roland Berger est souvent défini comme le principal challenger des 3 MBB, Mm, donc qui sont les 3 plus gros cabinets à l'échelle mondiale, d'origine américaine, McKinsey, BCG et Bain. Euh, En tant que étudiant ou jeune diplômé, mm. qu'est-ce que tu me dirais
si j'hésite entre rejoindre Roland Berger et l'un de ces 3 cabinets? Je te dirais que la meilleure école de formation, et en particulier à Paris, je pense que c'est presque encore plus vrai qu'ailleurs, la meilleure école de cabinet de conseil en stratégie, c'est Roland Berger. Parce que, et je le sais pour avoir vu aussi, certaines connaissances dans d'autres cabinets, on fait plus confiance aux consultants, on les expose plus et on les développe plus à des grades assez jeunes. On attend du consultant, dès qu'il arrive le premier jour, d'être déjà partie prenante, de la résolution du problème. On l'embarque avec nous auprès du client parce que justement, on veut qu'il puisse participer à ça. C'est pas le cas dans tous les cabinets de conseil. En fait, parfois, on peut rester un petit peu justement derrière son bureau pendant un certain temps. Et puis, on a aussi un ADN qui est particulier du fait qu'on est européen. Donc, je citais ce centre de gravité qui est plus européen et aussi une certaine liberté de ton. C'est vrai, chez Roland Berger, à Paris, c'est quelque chose qui ressort aussi quand on pose la question aux consultants. On est un cabinet qui valorise les individus, qui accepte que chacun ait un point de vue. Et comme on valorise, on s'attend aussi à ce que chaque consultant participe avec ses propres idées à la résolution des problèmes pour les clients. On valorise aussi le fait d'avoir des idées. Finalement, chez Roland Berger, il n'y a rien qui est plus mal vu que de ne pas avoir d'opinion. Donc, on accepte aussi les gens qui peuvent râler. On a cette liberté de ton chez Roland Berger qu'on n'a pas forcément chez les concurrents. Donc voilà, je pense que ça fait partie des arguments. Ça aussi. Ça fait partie de la culture européenne aussi, ouais. Alors Marie, si tu le veux bien, revenons sur ton parcours. Comme on l'a mentionné déjà, tu rejoins Roland Berger à la sortie de tes études. On est en 2012 et là on est en 2024, donc ça fait 12 ans. Et tu viens d'être élu associé au sein du cabinet. Encore félicitations pour cette nomination. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter les grandes étapes de cette très jolie aventure? Alors les grandes étapes, finalement j'ai suivi le parcours assez standard, donc ça va permettre aussi de donner un petit peu d'informations sur finalement quels sont les timing grades comme on dit chez nous. Donc voilà, j'ai suivi toutes les étapes, c'est-à-dire qu'on arrive, on est ce qu'on appelle business analyst même quand on est en période d'essai. Ensuite on est junior consultant pour à peu près 18 mois en moyenne. Senior consultant d'abord, 18 mois, senior consultant 1, senior consultant 2, project manager 1, project manager 2. À chaque fois, c'est 18 mois en moyenne, ces grades-là. D'accord. Et ensuite, on devient principal. C'est déjà un process différent. Donc, tous ces premiers grades-là, on passe par un comité d'évaluation en interne qui est l'organe qui valide les promotions. Ensuite, on doit être élu principal et puis élu par les associés du monde entier, par associés. Donc c'est vraiment j'ai fait finalement le parcours type en 11 ans. Donc j'ai grappillé quelques mois, mais c'est globalement ça mes différentes étapes. Et du coup, on est élu principal par aussi tous les associés du monde entier ou... Non, principal, c'est un comité plus restreint. Et associé, c'est un processus, on passe devant un comité d'évaluation et puis après on a une sorte de rituel plutôt qui est un moment où on vote officiellement les nouveaux associés, qui est pendant notre meeting partner monde que l'on a chaque année en janvier. Donc moi j'ai eu l'occasion de vivre ce moment qui était plutôt sympathique, où on officialise ton partnership. Alors avant d'être partner, on est principal et t'en as parlé au début du podcast, tu as fait partie de l'équipe dirigeante de Roland Berger pendant tes années de principal. Je reviens un petit peu sur le contexte. Début 2022, Roland Berger décide de mettre en place une direction collégiale. Un conseil de surveillance est mis en place avec 6 consultants, avec la parité. 3 femmes, 3 hommes, et ce conseil regroupe des consultants au profil divers avec des grades différents. Et toi, jeune femme de 33 ans à l'époque, principal, tu en fais partie. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et de ce qu'elle t'a apporté dans ton évolution de carrière chez Roland Berger? Alors effectivement, c'est une expérience assez intéressante et je dirais que c'est un accélérateur de développement pour moi. Ce qui s'est passé, c'est quand même assez amusant quelque part, c'est que effectivement, un vendredi, j'ai commencé à voir que mon nom pouvait potentiellement circuler dans les conversations. Et puis un dimanche après-midi, donc un de nos managing directors monde m'a appelé en me disant est-ce que ça t'intéresserait de faire partie de cette équipe. Et donc voilà, la semaine d'après, on a été mis en place. Donc on était effectivement 6 associés principal. Je dis
était, parce qu'on a un qui est parti depuis, donc on est 5 maintenant dans cette direction collégiale, avec effectivement des associés des principals qui étaient censés représenter une plus grande diversité en termes d'expertise sectorielle, fonctionnelle, et aussi en termes d'âge, pour être aussi plus représentatif de notre population de consultants à Paris, et voilà, et s'assurer qu'on puisse un peu parler à tout le monde. Et donc cette équipe, maintenant, tout simplement, on participe au CODIR tous les lundis avec directeur financier, directeur RH. On participe aussi au leadership committee avec nos associés seniors et on contribue à prendre les décisions au quotidien pour le bureau. Quel type de décision, par exemple? C'est très varié. L'essentiel des décisions, elles sont gérées et prises de toute façon par des personnes dont c'est le travail à temps plein. Donc, typiquement, on a un directeur financier, un directeur RH qui prennent beaucoup de décisions, que l'on valide avec eux, que l'on challenge quand il y en a certaines qui sont challengées. On va, par exemple, des sujets qui sont clés comme le processus d'évaluation, les rémunérations sont des sujets dont on peut discuter ensemble. On peut discuter de beaucoup de choses diverses et variées. On se préoccupe aussi de à quel point nos consultants se sentent bien dans leur environnement de travail. Donc c'est des sujets dont on peut aussi parler et réfléchir ensemble à comment travailler au mieux dans cette direction. Et puis on va parler aussi forcément performance commerciale. Et donc suivre l'activité commerciale, prendre des décisions sur les investissements commerciaux qui sont faits sur certains comptes, sur certains sujets. Donc on participe à toutes ces décisions-là. Voilà. J'imagine que c'est vraiment intéressant pour découvrir une autre facette du cabinet, un peu moins tournée vers l'opérationnel, mais plus sur la gouvernance. Oui, et alors pour moi, c'est d'autant plus intéressant que dans mes clients, j'ai notamment des fournisseurs de services B2B, comme on dit. Donc, ça me donne aussi une vision un peu plus opérationnelle de ce que c'est que de gérer ce type d'activité. Et puis après, c'est vrai que tu me posais la question de personnellement ce que ça m'a apporté. Et oui, c'est vraiment un accélérateur de développement dans le sens où c'est quand même assez particulier, aussi jeune, d'être exposé à ce type de sphère et ce type de prise de décision et d'apprendre aussi politiquement ce que c'est que d'essayer de peser dans ce type de décision, dans ces conversations-là. Alors revenons sur l'opérationnel justement, tu as développé au cours de ta carrière chez Roland Berger plusieurs expertises à la fois sectorielles et fonctionnelles. Tu conseilles beaucoup d'acteurs de la tech sur leurs problématiques stratégiques et tu conseilles aussi des fonds d'investissement de private equity qui veulent justement investir dans des sociétés de l'écosystème digital. Comment tu as développé ces expertises à la fois sectorielles, tech, télécom, et fonctionnelles dans l'investissement ou le private equity? Alors ça, c'est effectivement, moi j'aime bien dire que mon cœur de métier, c'est d'accompagner la croissance rapide des acteurs de la tech. Et donc ça passe par un peu d'investor support parce qu'on a des contextes de due diligence, de stratégie de build-up ou de choses de ce type-là. Et puis accompagner le management dans leur plan stratégique, dans des intégrations post-acquisition, des sujets divers et variés liés à leur forte croissance. Et alors, comment est-ce que j'ai développé cette expertise-là? Assez progressivement. Moi, au début, quand je suis arrivée chez Roland Berger, comme tout jeune consultant, on est très généraliste. Donc, on se fait un petit peu balader au gré des missions. Et puis, assez rapidement, j'ai commencé à faire plusieurs missions dans le domaine liés au digital, dans des domaines liés au digital, donc soit de transformation digitale, soit des sujets de e-gouvernement. Par exemple, en Algérie, à Monaco, j'avais fait des projets de ce type-là quand j'étais jeune consultante. Et puis après, ce sujet m'intéressait et j'ai eu l'occasion de faire une formation en sciences des données à Polytechnique. C'était financé par Roland Berger. Pendant 2 mois, je faisais 2 jours par semaine à apprendre un petit peu à coder, à comprendre ce qu'on pouvait faire avec le machine learning et ces choses-là. Du coup, j'ai aussi participé à ce qu'on mette en place en interne un outil qui est Dataiku, que les consultants utilisent pour faire un peu de sciences des données. Et puis, progressivement, j'ai commencé en fait à de plus en plus travailler pour des acteurs tech plutôt que sur des sujets liés au digital. Aussi parce que pour moi, c'est quand même plus cœur de métier pour nous d'accompagner sur des aspects stratégiques ces acteurs-là. Et donc voilà, j'ai commencé à faire de plus en plus de projets dans ce domaine et devient aujourd'hui l'expertise que j'ai. Est-ce que tu peux nous raconter une mission marquante que tu as réalisée depuis tes débuts chez Roland Berger? Alors, il y en a une que j'aime bien raconter parce que je la trouve assez emblématique. C'est on a travaillé pour l'acteur de l'hébergement européen, qui est vraiment typiquement un acteur qu'on a envie d'accompagner dans une société comme Roland Berger. Et on les a accompagnés sur une problématique qui était liée justement à leur forte croissance, qui était la problématique d'une société qui a cru très rapidement avec un fonctionnement un petit peu tribal, un peu déstructuré,
et qui a besoin tout d'un coup de se structurer, de mettre en place des processus. Et donc, ils nous avaient demandé, dans le cadre de leur projet Scale-up interne, de les aider à initier ce mouvement-là et donc à formaliser des processus clés, que ce soit de la gestion de crise. Par exemple, quand on a un incendie dans un data center, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met autour de la table? Comment est-ce qu'on gère ça? Des processus de vente, des processus RH. Et leur demande, qui était vraiment aussi très spécifique de cette culture de certains acteurs de la tech, était que l'on s'intègre dans l'entreprise. Donc, on avait passé 3 mois et qu'on prenne vraiment part dans leur rituel, dans leur façon d'être. Donc, on avait interdiction d'arriver en costard. On devait faire les checks tous les matins avec les équipes. On était vraiment installés avec eux et on travaillait avec leurs outils collaboratifs pour initier ce mouvement-là et les aider à mettre en place ça. Et donc, on avait un objectif de formaliser sans process et surtout d'initier ce mouvement où d'autres personnes en interne le feraient. Donc, on les aidait aussi à se former sur ces sujets-là. C'est quand même quelque chose qui est très spécifique au conseil, ça d'aller chez le client, d'intégrer l'entreprise. Dans d'autres métiers, en conseil financier par exemple, on fait moins ça. C'est quelque chose qui t'intéresse aussi dans ton quotidien, j'imagine. Je pense que ce qui fait la richesse de notre métier, c'est la variété des interlocuteurs auxquels on peut avoir affaire. Et cette espèce de cette variété infinie entre ces moments où on va chez le client, ces moments où on travaille, alors quand on travaille avec pour le coup plutôt côté investor support avec des fonds d'investissement, des banques, on a des interlocuteurs très différents. Et quand on va chez nos clients, on parle au COMEX, mais on doit aussi pouvoir parler vraiment à l'ensemble de l'organisation et vraiment être en empathie à la fois avec le client, avec les personnes de l'organisation pour vraiment résoudre leurs problèmes. Notre enjeu, nous, c'est vraiment de mettre en mouvement les organisations et ça passe à la fois par de la rationalité, de l'analyse et du rapport PowerPoint, mais aussi et surtout par le fait d'être là, d'écouter et d'accompagner, de rassurer et de porter nos convictions. Alors Marie, les femmes sont encore aujourd'hui beaucoup moins nombreuses que les hommes au grade de partner dans les grands cabinets de conseil comme Roland Berger. Et du coup, ton profil est assez rare finalement. Comment expliquer cette situation ? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Il y a des choses qui sont liées à l'entreprise, Roland Berger, historiquement, sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Il y a des choses qui sont liées au métier du conseil et il y a des choses qui sont liées à l'externe et qui prennent beaucoup de temps à évoluer. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié... donc, les choses sur lesquelles on a travaillé, par exemple, nous, chez Roland Berger, sont des choses qui sont liées au comportement, au fait de projeter les femmes dans des rôles de consultants seniors, voire d'associés. Puisqu'en fait, traditionnellement, et ça c'est lié à la société plus largement, mais on associe aux consultants et à l'associé dans ce type de métier des qualités qui sont, je dirais, un peu virilistes et qui font que parfois on a cette espèce de frein dans la façon dont on valorise les femmes dans ces métiers-là. Donc par exemple, dans les évaluations, ça va passer par... dire d'une femme qui est un petit peu en retrait qu'elle est timide et qu'elle manque un petit peu d'agressivité, et dire de l'homme qui a exactement la même posture, c'est un bon soldat, il va juste y arriver, c'est juste que pour le moment, il est la tête dans le guidon. Et donc, il y a un petit peu ces biais-là à corriger. Donc ça, c'est un truc sur lequel nous, on a beaucoup fait de travail et beaucoup de progrès chez Roland Berger, qui est vraiment, je pense, derrière nous. Mais après, c'est vrai qu'on a plus largement, dans la société, et lié au métier du conseil, la problématique de donner confiance aux femmes. C'est un métier où on est constamment dans une situation de challenge, d'inconfort et de feedback permanent. Et moi, je le vois chez beaucoup de collègues féminines plus jeunes. Sont des personnes qui ont parfois tendance à trop se remettre en cause, finalement, à pas assez se faire confiance. Et ce métier-là peut être un petit peu dur pour elles. Donc vraiment, nous, ce sur quoi on travaille, c'est leur donner de la clarté sur leur chemin de développement chez Roland Berger, en leur disant oui, on t'attend à la prochaine étape et oui, on croit que tu peux aller jusqu'au bout du chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Et tu mentionnais justement les jeunes femmes. Est-ce que la situation est la même aujourd'hui au niveau junior ? Est-ce qu'il y a cette même inégalité, en nombre en tout cas, entre les hommes et les femmes dans le cabinet ? Et si c'est le cas, quel conseil tu donnerais aux jeunes femmes étudiantes, jeunes diplômées EES, pour postuler davantage en conseil en stratégie ? Alors, en réalité, actuellement, c'est pas du tout le cas au grade de JC. C'est vraiment après que ça se démarque. Et peut-être un petit caveat par rapport à ce que je disais avant, les femmes aujourd'hui sont aussi déjà un petit peu différentes de ce que moi je décris, qui date finalement déjà d'il y a 10 ans, en fait, quand je suis arrivée. Et donc,
à l'arrivée, nous, on a même un petit peu plus de femmes en réalité en recrutement au grade de JC. Et c'est après au grade de senior consultante en particulier que là, on voit nos chiffres s'effondrer. Et donc, il y a vraiment un sujet, effectivement, de ne pas se mettre des freins. Moi, je pense que mon conseil, c'est de ne pas se mettre des freins en vue de faire de la place pour une vie de famille ou faire de la place pour autre chose. Vous verrez le moment venu comment vous organisez et vous verrez que ça peut fonctionner. Qu'en réalité, c'est un métier qui donne aussi beaucoup d'autonomie, beaucoup de flexibilité et que surtout, voilà, ne pas se mettre de frein parce que finalement, c'est ce qu'on observe le plus. C'est à un certain âge, à un certain grade, les femmes qui décident de se dire peut-être mettre un petit peu moins d'emphase sur ma carrière. Alors justement, tu es aussi maman, tu l'as rappelé. Comment tu gères ça au quotidien? Bah, je gère ça au quotidien. On a une certaine flexibilité, je disais. Donc, moi, c'est accepter de travailler à certains moments pour pouvoir compenser que le fait qu'à certains moments de la semaine, je vais gérer des obligations personnelles. Il faut quand même que je dise aussi que j'ai un mari qui m'aide énormément. Et c'est pas qu'il m'aide, c'est qu'il prend sa charge, c'est qu'il prend sa part. Et ça, c'est aussi quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'au grade... au grade de principal et d'associé, ça devient quelque chose qui est tout à fait gérable, dans le sens où effectivement, on a cette liberté, cette autonomie-là. D'autant plus que chez Roland Berger, on n'a vraiment pas de sujet de FaceTime. C'est-à-dire qu'on est très orienté résultat, très, très orienté résultat. Et donc, finalement, comment est-ce que la personne organise son temps est très secondaire. Et on n'a pas besoin de demander la permission pour prendre tel ou tel moment quand on a des impératifs personnels. La flexibilité vient avec la seniorité dans le cabinet. Je pense que c'est important de le dire aussi aux jeunes pour les rassurer sur la suite de leur carrière. Ouais, non, c'est sûr. Et il faut aussi être très lucide sur le fait que oui, forcément, c'est un petit peu plus complexe quand ça arrive à des grades senior consultant ou manager. Alors, en plus de ça, et tu l'as dit avec Roland Berger, les cabinets mettent en place des actions en interne, à la fois pour attirer plus de profils féminins au niveau junior. Et Roland Berger a par exemple mis en place un programme spécifique, le European Female Talent Programme. Et il y a aussi des actions qui sont mises en place pour conserver les femmes à un grade plus senior dans le cabinet. Qu'est-ce que tu en penses de ces différentes actions et est-ce que tu as d'autres leviers en tête qui sont pas ou peu actionnés et qu'on pourrait justement utiliser pour améliorer la situation encore? Alors, je pense que dans les principaux leviers, finalement, ça rejoint un petit peu ce que je disais plus tôt, c'est ce qui est mis en place, c'est cette idée de donner de la visibilité sur son parcours. Donc, par exemple, de formaliser le parcours de développement de PM à PAL à partner et d'avoir un mentorship un peu senior spécifiquement des femmes. Donc moi, par exemple, quand j'étais principal, on m'a nommé parmi les 3 managing directors monde de Roland Berger, un mentor, qui est Denis Depoux, qui est une personne à laquelle je pouvais parler mensuellement et qui me disait, voilà, on en a 12 principal dans le monde, donc ça vaut le coup d'investir un petit peu de temps. Et c'est vrai que je pense que ce levier-là a une certaine efficacité parce que voilà, ça permet de se projeter et se rassurer sur le fait qu'effectivement, on nous attend là. Et je pense que pour moi, il y a une dimension sur laquelle on peut toujours mettre plus l'accent, mais c'est pas seulement Roland Berger, c'est un peu partout, c'est globalement montrer que les gens ont une vie en dehors du bureau, que ce soit une vie de famille ou autre chose, et que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, être capable d'en parler et de l'assumer, et de pas en faire quelque chose qu'on laisse dans un coin, parce qu'on a peur qu'on nous pose justement cette question de comment est-ce que tu fais pour gérer un petit peu tout ensemble. Et je pense que quand on écoute les jeunes consultantes, souvent quelque chose qui revient, c'est ce besoin de rôle modèle. Et ce besoin de rôle modèle, il n'est pas nécessairement incarné que par les femmes qui sont associées ou à des grades plus élevés. Il peut tout à fait être incarné par les hommes. Et comme on est aujourd'hui démographiquement encore massivement masculin chez Roland Berger, je pense que c'est quelque chose qui aurait beaucoup d'impact de pousser ça. Et c'est quelque chose qui est fait, mais voilà, qui pourrait être poussé un peu plus. Je passe à un sujet recrutement pour Roland Berger. Globalement, le cabinet attire de nombreux candidats chaque année, soit pour des stages, soit pour des CDI. Quel est le profil type que recherche le cabinet? Alors, le profil type est assez classique, je pense, parmi tous les cabinets de conseil. Donc, sont des personnes, voilà, plutôt profil grande école, avec un ensemble, je te disais, de hard skills, de soft skills. On va tester de façon, encore une fois, très classique pendant les entretiens, au cours d'études de cas, la capacité à structurer, à raisonner, à synthétiser, une résolution de cas. Après, ce qui est plus spécifique à Roland Berger, c'est le fit
avec l'entreprise. Et donc, ce qu'on va rechercher, c'est des gens qui sont sincèrement intéressés par l'entreprise et par les spécificités de Roland Berger, qui ont envie de prendre part à cette culture qui est la nôtre et avec lesquels on se voit bien travailler. Donc, il faut aussi faire attention à cet aspect-là, je pense, en entretien, de se dire, est-ce que on projette pendant les entretiens le sentiment qu'on est quelqu'un qui va être facile à manager, agréable au quotidien, motivé, qui résiste bien au stress, à la pression aussi, c'est important, et qui s'adapte, voilà, qui s'intégrera bien dans les équipes de Roland Berger. On a beaucoup aussi, on met un accent assez particulier chez Roland Berger sur ce qu'on appelle la contribution interne. C'est tout ce qui participe, en dehors des projets, à la vie du bureau. Donc, par exemple, l'organisation d'événements. Voilà, tous les vendredis, on a nos verres du vendredi. L'organisation d'événements à thème de ce type-là, la participation à des clubs, l'organisation de week-ends. Et puis aussi la participation à la rédaction de papier, de sujets de fond. Et donc, montrer qu'on a envie de prendre part au cabinet au-delà de simplement participer à des projets. Quel serait ton conseil le plus important pour un candidat qui souhaite rejoindre Roland Berger? Je pense que celui-ci, c'est de préparer non seulement à l'étude de cas, mais aussi aux questions spécifiques à l'entreprise et à pourquoi est-ce que vous voulez travailler chez Roland Berger. Je pense que c'est l'essentiel. C'est quoi la plus grande qualité que tu recherches chez un consultant junior? Je pense que la plus grande qualité, c'est la capacité à progresser, en fait, en réalité. Donc, c'est le fait d'être coachable. On peut dire parfois, c'est la capacité quand on va lui dire non, c'est pas ça, d'avoir quelqu'un qui reste constructif et qui sait facilement s'adapter et évoluer dans sa réponse. Parce que finalement, on recrute beaucoup de jeunes gens qui sont brillants. On pourrait élargir encore plus et sans doute recruter encore bien au-delà de nos écoles cibles, par exemple, des gens qui pourraient tout à fait faire le travail. La seule réelle question, c'est cette capacité à progresser et à apprendre, à se remettre en cause et à avancer. C'est vraiment ça qui fait en fait la différence entre quelqu'un qui va parfaitement réussir chez Roland Berger et quelqu'un pour qui ce sera plus difficile. Et la principale qualité d'un consultant plus expérimenté, ce serait quoi? Je pense que là, ça passe plus sur les aspects du coup soft, c'est la capacité à entraîner. Quelqu'un où on se dit que en le mettant dans une situation de management, une situation de gestion de projet, de gestion de client, il va être capable de rassurer les uns et les autres, de structurer les choses, de véhiculer une ambiance de travail qui soit sereine, peut-être d'absorber la pression et pas forcément de la redistribuer sur les équipes, et puis voilà, de motiver, que ce soit en interne ou en externe, les gens à le suivre dans ses convictions et dans ses objectifs. Marie, on arrive à la dernière partie de ce Career Insight. C'est le quiz du Career Insight traditionnel. Vous le connaissez si vous êtes maintenant des habitués de ce podcast. Je rappelle brièvement les règles. Questions courtes de mon côté et réponses courtes de ton côté. Ok. Marie, le meilleur mot pour définir Roland Berger? Alors, je dirais caractère. On avait un vieux slogan qui était « It's character that creates impact », qui définit très bien ce qu'est Roland Berger et ce que l'on fait avec nos clients. Être une femme aujourd'hui en conseil en stratégie, avantage ou inconvénient? Je dirais avantage une fois qu'on y est, et malheureusement encore inconvénient quand on voit les statistiques aujourd'hui. Ton meilleur souvenir professionnel? Je pense que j'en ai un très très bon qui est récent, qui est celui finalement de ma promotion et de ce vote et cette officialisation de mon partnership qui, quelque part, est un peu l'aboutissement aussi de plusieurs années chez Roland Berger. Ton pire souvenir professionnel? Alors, mon pire souvenir professionnel, j'en ai un très très lointain pour le coup, qui est le souvenir d'une mission qu'on faisait. Donc, on était à Sao Paulo, au Brésil. Et on avait passé avec les autres juniors de l'équipe une nuit blanche sur un projet parce qu'on avait le comité de pilotage avec le client le matin même et on était en train de finir la présentation en tournant autour des locaux du client en taxi. Donc on était vraiment j'étais dans le taxi sur mon ordinateur et on était en train de finir la présentation à 1 minute du comité de pilotage qui est vraiment la pire pratique et heureusement ça date d'un petit peu. La plus belle mission que tu as réalisée? Ah, ça, je pense, franchement, il y en a
beaucoup d'émissions dont j'ai des très bons souvenirs. Globalement, ce que j'aime beaucoup dans les faits de bosser pour des acteurs tech, c'est la rapidité des décisions qui sont prises quand on pousse des recommandations. Parfois, dans la semaine après, c'est mis en œuvre. Et je pense notamment à un client comme ça pour lequel on a défini une nouvelle organisation et où ça a été mis en place très très rapidement et qui est un client très dynamique, très tech. Voilà. La mission la plus difficile sur laquelle tu as eu l'occasion de travailler? La mission la plus difficile, je dirais, on a bossé pour l'ordinateur quantique et donc c'est à la fois technologiquement quelque chose d'assez dense à comprendre et puis en termes de perspective de marché, c'est binaire. C'est-à-dire que soit ce sera des milliards, soit ce sera peut-être 0 milliard. Et donc pour un travail de consultant, c'est pas le plus facile. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? L'anecdote, peut-être une chose, j'ai appris donc que j'allais faire partie de la leadership team à Paris et 2 semaines après, j'ai appris que j'attendais ma 2e fille. Et ça, c'est une anecdote que je trouve amusante parce que si ça avait été dans l'autre sens, j'aurais été capable de me poser la question de est-ce que je peux tout faire en même temps? Et en réalité, c'était très bien que ce soit comme ça parce que il faut de toute façon avancer et se poser ensuite la question de comment est-ce qu'on fait les choses. Le conseil que tu donnerais à la jeune Marie Le Denarp qui étudiait à l'ESCP à la fin des années 2000? Ça, globalement, c'est plus se faire confiance. C'est bien de se remettre en cause, mais faut pas surpondérer la vie des autres par rapport à son propre avis. Je pense que globalement, en tant que femme, dans le métier du conseil, il faut aussi se dire que c'est impossible de plaire à tout le monde. On sera toujours trop ou pas assez quelque chose. Trop gentille, trop agressive, trop famille, pas assez, et que c'est une incroyable opportunité pour vraiment suivre sa pointe, suivre ses intuitions et avancer voilà, en se posant beaucoup moins de questions. Merci Marie pour ton témoignage passionnant et le meilleur pour la suite de ta carrière chez Roland Berger. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires, à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil et à vous abonner à notre plateforme Training You si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.